Nous remontons l'histoire pour retracer un fait historique qui a marqué notre histoire, un fait historique qui s'inscrit longuement dans la lignée jusqu'à aujourd'hui. Et cette histoire, je veux que tu la découvres. Reste juste après ça. Notre aventure nous conduit au pays de Long Sam, au pays de Michael Jackson, aux États-Unis précisément. Et nous voulons parler d'une chose essentielle. Avant tout propos, je suis Johnny, bienvenue sur ma chaîne. Ce mouvement en question n'est autre que la négro-renaissance. Ici, on a pour habitude d'organiser les choses et nous allons voir ce mouvement à travers plusieurs grands points. Bien, nous entamons le premier point maintenant. Nous sommes dans notre premier grand point. Comment est née la négro-renaissance? D'où vient le mot la négro-renaissance? Comment est-ce que cela a-t-il germé dans l'esprit des afro-descendants, des afro-américains de l'époque? Comment certains ancêtres de là-bas ont eu l'idée de faire naître ce mouvement? Eh bien, la réponse à cette question, ou encore la question à cette réponse, est assez simple. Nous sommes aux États-Unis, dans les années 20. Et bien avant, il y a eu l'esclavage, la déportation des uns et des autres à travers le monde entier et à travers les confins des différents pays. Et une fois l'indépendance, pas forcément acquise de partout en même temps, mais à un moment précis, le Nord américain a commencé à être un peu libéré, a commencé à s'épanouir dans l'endroit où ses envahisseurs du passé l'ont emmené. À ce moment précis, il fallait le rappeler. Plus un Noir était à l'aise quelque part, plus il dérangeait. C'est à travers cela que l'Amérique raciale, les racistes, des clans comme le Ku Klux Klan ou encore bien plus, se sont mis à diviser le pays. La ségrégation raciale. Partout dans le pays, tous les États étaient invivables. Que vous y allez dans l'État de Californie, dans l'État du Texas, dans l'État de Caroline du Nord ou du Sud, tout était invivable. Alors, où aller? Si même l'État de l'Illinois, à savoir Oba, Chicago, était aussi invivable, où aller? C'est ainsi qu'une forte migration va avoir lieu. Une forte migration, je dis bien une forte migration. De partout dans les États-Unis, tous les afro-descendants afro-américains sont dirigés vers une place précise. La place n'était autre que New York, dans le nord, in the north. Et un endroit particulier, je dis bien un endroit particulier. Cet endroit n'était autre que Harlem. Et oui, dans le nord profond, Harlem. Harlem était cette destination. Cette destination qui aura vraiment tout changé. Cette destination aura tout changé. Pourquoi? Parce que tous les afro-descendants, afro-américains ou encore jamaïcains ou encore bien plus, la communauté noire s'est réunie à un moment donné là-bas. Et Harlem disait Black People. Harlem disait Black Soul. C'est ainsi que ce mouvement va commencer à germer. Il va commencer à germer. De ces mêmes rencontres à Harlem, la magie va opérer. Le Black Power, l'éveil, l'attractivité, la communauté forte afro-américaine va tisser des connexions. Et de ces connexions, ou encore de cette connexion, va naître quelque chose de vraiment extraordinaire. Quelque chose qui sera nommé la négro-renaissance. La négro-renaissance verra alors le jour ainsi, sans pour autant être nommé. Le mouvement naîtra. Il verra le jour de la sorte, sans pour autant être nommé. Et cette forte effervescence va influencer grandement les penseurs de l'époque, surtout sur l'éveil du black man, du black people, de l'esprit, décoloniser son esprit, montrer son savoir-faire et surtout apprendre à montrer au monde entier que nous étions aussi des êtres humains. Dans ce second point, tu connaîtras effectivement les prophètes du mouvement. Eh bien, le mouvement est né de cette rencontre de mass people, de beaucoup de personnes, de beaucoup d'Afro-Américains, d'Afro-descendants et de Jamaïcains, entre autres au niveau de Harlem, précisément dans l'État de New York. Et le mouvement est né. Comment on l'appelait? Le premier qui a eu à donner le nom du mouvement était Alain Leroy Locke, à travers son livre The New Negro, qui donne techniquement le nouveau nègre, le nouveau noir, d'où la négro-renaissance. C'est celui-là qui a écrit un texte dans une anthologie qu'on appelait The New Negro. Et c'est ce texte qui a officialisé le nom du mouvement. Et c'est ainsi que la négro-renaissance est restée dans tous les esprits. In English, The New Negro. Mais pour nous, c'est la négro-renaissance. Ce mouvement va commencer alors à peser lourd. Il va commencer alors à peser lourd. Parce que de base, il avait un but précis. Le but précis était de faire comprendre que l'homme noir avait aussi des talents.
avec son éveil à la voie spirituelle, intellectuelle, artistique, politique, et aussi devait lutter pour ses droits civiques. Mais l'identité ici se situait plutôt au niveau de la création, la créativité intellectuelle. Il fallait montrer que nous étions intelligents et que nous étions capables d'apporter et que nous n'étions pas des sous-humains, des sous-hommes, des hommes bestialisés ou encore des bêtes de somme. Au-delà de ça, cette quête identitaire devait faire reconnaître l'Afro-Américain, l'homme noir et son Black Power comme un être humain et non comme une bête. Le faire reconnaître au-delà des choses, au-delà des considérations et aussi en tant qu'être humain avant tout. C'est alors que son spiritualisme, quand je dis spiritualisme, on va parler simplement de sa créativité, de son éveil artistique dans la musique, que ce soit dans la musique, dans la danse, dans le théâtre. Tous les salons étaient ainsi investis et il y avait la vie. L'art était né. Mais aussi, c'était une quête sociale. Il fallait se donner une identité sociale pour qu'on se fasse reconnaître en tant que peuple et non en tant que marginalisé éternel. Hormis cela aussi des droits civiques et politiques. Il fallait faire reconnaître les droits des Afro-Américains. Des Afro-Américains qui, à une période donnée, n'avaient pas le droit de voter, n'avaient pas le droit ou encore l'accès à certaines institutions, étaient tout simplement réduits, tandis que le white privilege continuait de faire sens, continuait de faire route. Et à ce moment précis, la négro-renaissance commençait vraiment à influencer. Si Alain Locke a été l'architecte avec son livre The New Negro, celui même qui insufflait ce vent avant les autres n'était autre que William Edgar Burger Dubois, que nous avons déjà vu à travers son livre Âme noire ou encore en anglais Black Souls of Folk, précisément les âmes des peuples noirs, plus connus sous le nom de âme noire. Déjà avec ce livre, il posait les premières bases d'écriture qu'elle allait naître plus tard, un peu plus tôt, des années en arrière. Mais avec le temps, un certain Claude McKay aussi écrivit un poème qui s'intitulait en 1919 If We Must Die, et si nous devons mourir. Au milieu aussi, il y avait Langston Hughes, avec aussi ses poèmes. Ceux-là ont été des architectes aussi du mouvement qui ont eu à parler, qui ont eu à apporter leur vent, leur contribution au mouvement. C'est en 1925 que Alain Locke, à travers son livre, son anthologie précisément, l'anthologie c'est un ensemble de recueils de textes. Ça peut être des poèmes ou autres types de textes ou de musique. Et c'est cela même qui posait le nom du mouvement. Le mouvement devait redonner confiance au peuple noir, lui redonner une vision, éveiller en lui ce qu'il a toujours eu, mais que l'histoire, que le système a toujours rabaissé, que les uns et les autres ont toujours rabaissé, écrasé, vilipendé. Et cette marginalisation devait prendre fin. Le regard ou encore l'image qu'on projetait de nous devait totalement différer, devait totalement changer. Il le fallait pour de nombreuses raisons. En tant qu'être humain, nous tous devrions être égaux, pas seulement en termes de droits, mais aussi en termes de race. Parce qu'il y avait les white privilege d'un côté et les afro-américains d'un autre. Dans un état déséquilibré, eh bien, il fallait rééquilibrer les choses par bien des manières. Ce combat de la négro-renaissance, The New Negro, a continué à grandir et à influencer, mais son effervescence même s'est fait sentir pendant 3 années, entre 1917 et 1920. C'est là que le mouvement était vraiment très, très fort. La force du mouvement était vraiment forte et a regroupé, a réuni les communautés afro-américaines, a laissé s'évader, à laisser s'échapper, à laisser se montrer cette créativité, cette façon de faire extraordinaire à l'africaine, de l'afro-descendant, son génie créateur. C'est un mouvement qui a révélé notre identité, pas seulement l'identité culturelle, mais aussi le génie créateur, notre voix, tant sur le plan de la diplomatie et bien d'autres. Certains documentaires de faits historiques comme Harlem is Everywhere, que vous pouvez retrouver sur les plateformes du streaming ou encore sur YouTube, montrent bien ces faits. Et encore beaucoup d'auteurs de livres, y compris les livres déjà cités, des mêmes, de William Edgar Dubois, Alain Locke, Kunti Cullen, Langston Hughes, Claude McKay ou encore un certain Marcus Garvey. La popularité du mouvement a gagné tout le pays. Tout le pays en fut contaminé. Et à travers le cinéma, cela s'est répandu au fil des années. Et même des séries télévisées en ont parlé, des films, beaucoup de choses, beaucoup d'historiens, d'exégètes, et plein, et plein, et plein. Le mouvement a touché beaucoup de personnes. Voilà, ce réveil, il le fallait. Et ce réveil a permis surtout de mettre les points sur les i. The New Negro, la négro-renaissance, il le fallait à un moment donné. Vous voyez, naissance, renaissance. On est, mais on renaît de nouveau. Pas de sortir de nouveau du ventre ou des entrailles de nos mères, non. Mais il fallait décoloniser l'esprit. Il fallait décoloniser l'esprit
se réveiller de nouveau et aller dans de nouvelles auspices. Montrer que la voie, le chemin et aussi la dignité de l'homme doit aussi compter par-dessus tout. C'est encore par la grâce de ce mouvement que plusieurs mouvements vont connaître. Et vous voyez, il n'y a pas plus longtemps que, au cours de ces dernières années, la naissance de notre mouvement encore, Black Lives Matter. Tout ça s'inscrit dans les mêmes choses. Et c'est une longue histoire encore qui continue. Elle continue de faire sens et de toujours de se raconter. Pas seulement au passé, mais au présent et encore au futur. C'est une continuité sans arrêt. La négro-renaissance a influencé de nombreuses personnes, de nombreuses icônes, de nombreuses personnalités. Pas seulement aux États-Unis, mais à travers le globe, l'Afrique, tous les continents. Mais son influence ne s'est pas seulement arrêtée. Il a continué. Il a continué de bouger, bouger, bouger. Comme une maladie contagieuse qui a contaminé, qui a continué à toucher les gens. Et il y avait un salon qu'on appelait le salon de Nardal. Ce salon réunissait à la fois politiciens, musiciens, artistes et une certaine frange du monde qui se réunissaient pour parler, pour échanger et pour se rencontrer. C'est à ce moment précis que les chantres, on va dire les chantres de la négro-renaissance vont alors rencontrer les futurs chantres de la négritude. Et ceux-là seront le sujet de notre prochaine vidéo. Ils vont se rencontrer et d'où l'influence particulière de cette connexion avec la négro-renaissance qui plus tard donnera naissance à leur mouvement. Leur influence est étendue, pas seulement hors des États-Unis, mais d'abord dans les États-Unis. Les Martin Luther King en ont lutté, les Malcolm X, de nombreuses figures de proue se sont inscrits dans ce même mouvement. Ce n'était pas seulement un mouvement identitaire pour prouver une preuve sociale de l'homme noir ou encore de son génie créateur, de son intelligence, de son savoir-faire. Mais aussi, il y avait les droits politiques et civils qu'il fallait respecter. C'était quelque chose d'assez large qui continuait petit à petit à s'étendre. Et en s'étendant, cela touchait de nombreuses personnes, comme je l'ai dit, de nombreuses institutions, ainsi de suite, afin d'impulser le vent du changement. Après avoir connu des siècles de domination raciale, d'esclavage, encore la ségrégation raciale, ou encore le difficile moment de vivre en paix en tant qu'Américain. Ce mouvement a sonné un réveil qui devait arriver à un moment précis, un moment opportun, à un moment important de leur histoire, à un moment important de notre histoire, un moment si important que ça a vraiment rebattu les cartes, ouvrir les yeux du monde noir, ouvrir les yeux des afro-descendants, pas seulement américains, mais aussi aux alentours. Il n'y avait pas seulement que les États-Unis qui regorgeaient d'afro-descendants. La Jamaïque, le Pérou, tous les pays d'Amérique du Sud aux alentours avaient des afro-descendants, que ce soit la Colombie, le Brésil, l'Argentine, tous ces pays. Et c'était une continuité. Cette ferveur de masse va inspirer de nombreuses personnalités. Et oui, de nombreuses personnalités en ont été beaucoup inspirées à vouloir libérer le monde noir et aller au-delà des choses. C'est ainsi que, je l'avais déjà cité, un certain Marcus Garvey va apparaître avec une vision vraiment haute qui défie l'entendement. Compagnons, camarades, brothers, voilà. En 3 points ici présentés, la négro-renaissance, vous l'avez vu, The New Negro. Vous avez aussi désormais des pistes pour vous-même, pour aller chercher et encore davantage approfondir les choses. Eh bien, ici, la réflexion n'est pas figée. On continue toujours de puiser, de chercher et d'essayer de comprendre des choses, des faits, de l'actualité, notre passé et bien plus. Chaque semaine, tu trouveras plusieurs vidéos ici. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à commenter pour aider la chaîne. Tu es maintenant un initié. Tu sais en quelque sorte ce que c'est que la négro-renaissance. Pendant longtemps, ou peut-être un moment donné, tu as entendu parler de la négro-renaissance sans savoir ce que c'était. Maintenant, tu sais ce que c'était. Et la négro-renaissance est d'abord un point essentiel pour que tu puisses comprendre notre histoire. Notre histoire à un moment donné, un moment où le monde entier tentait de nier notre humanité, notre existence. Il fallait un réveil. Et ce réveil est alors né. Il est né pour préserver, pour rappeler surtout que nous sommes aussi êtres humains et que nous avons aussi des pouvoirs, des choses à faire valoir, à nous faire entendre, que nous n'étions pas seulement des gens esclavagisés par le passé, mais qui étaient aussi intelligents, brillants, inventeurs, même si le système le niera toujours, mais les actes accomplis par tant d'Africains sont encore démontrables aujourd'hui. Mais la négro-renaissance est ce qui nous a le plus intéressés.
surtout aujourd'hui. Alors, prends-en bonne graine. Instruis-toi sur la négo-renaissance pour davantage puiser et davantage connaître la source de certaines histoires. À partir de ce point de départ, tu connaîtras beaucoup d'histoires. Tout s'enchaîne. Tu iras à gauche, à droite, devant, derrière. Tu découvriras davantage de nombreuses choses que tu ne savais pas ou qu'on te cachait. Eh bien, la liberté de chercher est déjà un bon acquis. Et merci encore d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. On se prend pour la prochaine vidéo. Sur ce, ciao, ciao.